Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 9 décembre 2020. Au programme, je reçois M. Aaron Boisy, Maître Sophie Gagnon et M. Stéphane Richold. Et on parlera de la Journée internationale des droits de la personne, la Journée internationale des migrants. Mais avant tout, on continue notre vie de quartier et j'ai le plaisir de recevoir Mme Caroline Bourgeois, mairesse d'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-Tremble. Mme Bourgeois, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, je vais bien. Merci. Heureuse d'être avec vous ce matin. Alors, félicitations d'abord pour votre nomination en tant que responsable de la sécurité publique à Montréal. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette nomination? Écoutez, je sais que ce sont des responsabilités qui sont importantes parce que lorsqu'on parle de sécurité publique dans une ville comme Montréal, ça va bien au-delà. Souvent, sécurité publique, bien sûr, on pense aux services de police, mais c'est aussi service des incendies, la sécurité civile. On est bien sûr en pleine pandémie, donc ce sont des responsabilités qui sont importantes. Et je pense qu'il arrive à point aussi un moment où on se questionne beaucoup, notamment avec le livre vert actuellement déposé au gouvernement du Québec pour revoir de quelle façon on exerce aussi les fonctions avec les services policiers. Donc, c'est un gros mandat que je vous dirais déjà depuis une semaine, en fait, où j'ai été nommée. Donc, où je m'investis beaucoup et où je considère que c'est une responsabilité bien importante que m'a confiée la mairesse. Comme vous dites, un gros mandat. Comment vous allez gérer le fait d'être mairesse, aussi responsable de développement de l'Est de Montréal, plus ce mandat de responsable de sécurité publique là? Ben, il faut dire, j'ai la chance premièrement d'avoir une bonne équipe et ce sont des dossiers que je vous dirais déjà en étant mairesse d'arrondissement. J'ai été auparavant aussi conseillère municipale, donc c'est pas non plus pas complètement nouveau pour moi. Je siégeais déjà aussi au comité exécutif comme conseillère associée, donc j'étais déjà, je vous dirais, dans plusieurs discussions, rencontres et tout qui avait lieu sur le sujet. Donc pour moi, je pars pas de zéro. Et comme je dis, j'ai une bonne équipe et puis je sais aussi notamment les enjeux de sécurité publique concernent aussi, bien sûr, les citoyens de Montréal, mais aussi tout le secteur du Nord-Est aussi que je représente là, par les incidents, notamment de montée là, de violence armée qui a eu lieu dans les derniers mois aussi. Donc, ce sont des enjeux que je connais bien et que je suis bien placée pour pouvoir y travailler. Bon, en fait, vous avez devancé ma question. Comme vous avez bien dit, l'Est de Montréal, il connaît une escalade de violence depuis plusieurs années, plus que plusieurs mois. Quelle sera votre approche, en fait, différente de l'or que vous avez utilisé en tant que mairesse? Je vous dirais, c'est dans la même approche. Et puis, il y a quand même là-dessus, parce que oui, quelques années, mais lorsqu'on regarde les statistiques, il y a vraiment une montée là, surtout de l'accès aux armes. Je vous dirais, il y a une circulation d'armes à feu actuellement où de très jeunes personnes ont accès de façon illégale, et ce qui est absolument non seulement inacceptable, on se retrouve dans une perspective où on a des jeunes, souvent, comme je disais, très jeunes qui sont marginalisés et qui ont accès à ces armes-là. Et donc, je vous dirais, moi, c'est pas un changement d'approche, mais je crois beaucoup, premièrement, moi, je vais toujours prôner avant toute chose, puis dans les enjeux de sécurité publique, puis comme mairesse, de la prévention. L'importance, justement, qu'on puisse avoir des intervenants sociaux qui ont les outils pour pouvoir agir sur le terrain, pour pouvoir, je vous dirais bien sûr, assurer la prévention, assurer que des jeunes actuellement qu'on retrouve malheureusement dans les gangs ne se rendent pas à cette étape-là. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Ça passe par le vivre ensemble, ça passe par justement une intégration et que les gens se sentent bien dans la communauté. Mais par la suite, lorsqu'on voit que certains tirent du profit de cette libre circulation des armes, et bien sûr, il y a une responsabilité des services policiers de non seulement d'assurer une présence, et c'est ce que le SPVM fait, notamment là, dans les derniers jours à Rivière-des-Prairies. Les gens ont pu remarquer là, des postes de commandement, du porte-à-porte, des opérations, parce que le service de police a besoin aussi des gens pour mener leur enquête, a besoin des informations qui sont cruciales pour mener le développement des enquêtes.
enquête. Donc, pour ça que moi, je le vois vraiment en deux volets. La prévention et l'agissement sur ceux qui, malheureusement, tirent profit de ces situations. Je suis tout à fait d'accord. En fait, je prends pour cette approche-là, mais vous ne voyez pas en même temps qu'il faut peut-être consolider et puis travailler en collaboration avec les 3 ou les 4 arrondissements de l'Est de Montréal, parce que je pense pas qu'il y a des canaux de communication, parce qu'il faut avoir une approche écosystème qui inclut Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, Saint-Michel et même Saint-Léonard. Tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord. Puis partout, je vous dirais, là, ça va faire près de 10 ans là, que je suis soit que je suis impliquée en politique municipale et je suis une personne qui a toujours travaillé en collaboration. Donc, autant avec, bien sûr, les collègues des arrondissements voisins, je sais très bien, notamment Montréal-Nord, exemple à Rivière-des-Prairies, on est voisins, on est interreliés, tous les chemins Est-Ouest relient les deux quartiers. Donc, c'est très important de justement de pas travailler en bulle là, dans ces circonstances-là et aussi avec les gens qui sont sur le terrain, avec les organismes communautaires, les institutions, que ça passe par les centres de services scolaires, je voudrais les autres paliers de gouvernement, les services sociaux, c'est même l'office municipal d'habitation. Donc, c'est vraiment tous ensemble. Puis moi, je le répète même aux acteurs de mon quartier, de mon arrondissement, que cette problématique-là, on va la régler ensemble. On a chacune responsabilité de pouvoir y travailler, mais c'est important que tous puissent avoir les outils pour le faire et d'où le rôle des autorités publiques là, de pouvoir s'assurer que tous aient ces outils-là pour agir. Selon plusieurs acteurs socio-économiques et politiques, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles se positionne comme une destination d'affaires à privilégier. Pouvez-vous nous présenter brièvement ce potentiel de développement? Oui, absolument. En fait, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles est bien sûr un des seuls endroits, il faut dire, sur l'île de Montréal où il y a encore des terrains vacants, où il y a encore de l'espace pour assurer du développement. Mais maintenant, le défi, c'est justement, c'est pas parce que vous pouvez développer que vous devez développer n'importe quoi. Ce serait facile pour nous, là, je vous dirais, d'accepter tous les projets qui nous sont déposés pour remplir ces terrains vacants-là. Mais non, il faut qu'on soit capable de pouvoir, et c'est ce sur quoi je vous dirais comme mairesse, je mets beaucoup d'énergie. Des fois, c'est de se défaire de cette image qui parfois nous colle à la peau, qui auparavant, on était beaucoup relié à une industrie lourde, polluante, je dirais même parfois liée à toute la gestion de déchets. Il y a vraiment une image parfois qui nous colle à la peau en termes de développement économique. Et pourtant, donc c'est pour ça qu'avec tout ce potentiel-là, on veut créer, bien sûr, des zones avec des entreprises avec une valeur ajoutée, tourner vers le développement durable. Et je vous dirais, on a une très, très belle réponse. Moi, je sens beaucoup l'intérêt grandissant du milieu d'affaires. Et c'est pour cette raison-là qu'on a mis sur pied, notamment, il y a encore un guide pour les entrepreneurs, des gens qui veulent venir investir dans le secteur, vraiment qui ne cognent pas à 22 portes, mais qui est une seule porte d'entrée pour laquelle on présente l'arrondissement avec tout son potentiel. C'est bien tout ça, mais j'aimerais savoir peut-être comment ce potentiel de développement pourra améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables de l'arrondissement. Oui. Déjà, je vous dirais, il y a des éléments sur quoi on peut travailler, notamment juste l'accessibilité au transport. Le transport beaucoup plus efficace parce que on se retrouve souvent avec justement une situation où on peut retrouver des quartiers qui sont enclavés, pour lesquels ça devient difficile d'avoir accès à un transport et d'avoir accès à l'éducation et d'avoir accès à l'emploi. Donc ça, c'est pour moi, ce sont des valeurs qui sont extrêmement importantes. Donc, d'où l'amélioration du transport collectif. C'est pas juste pour se rendre de l'Est au centre-ville, c'est aussi entre les quartiers pour favoriser cet accès à un jeune qui veut retourner aux études, que ça lui prenne pas 2h30 pour pouvoir s'y rendre. Ou la même chose pour quelqu'un qui veut retourner travailler, qu'on puisse lui offrir un transport qui puisse bien s'y rendre. Ça passe aussi dans les projets de développement qu'on intègre vraiment, et ça j'y tiens beaucoup, un pourcentage important de logements sociaux et communautaires qui sera adapté. Tous ont le droit de vivre dans un logement qui est décent. Et c'est pour ça que je vous dis, dans le développement, l'idée, c'est pas de développer tout le terrain qui nous reste sans d'y aller le plus rapidement possible. Au contraire, il faut prendre en compte des besoins et qui sont énormes de personnes qui sont en ce moment sur des listes d'attente de l'Office municipal d'habitation, qui n'ont pas accès à un logement décent et abordable
pour leur permettre de pouvoir au moins souffler et de ne pas consacrer la majeure partie de leurs revenus à du logement, avec un accès à un transport, comme je vous dirais, qui vous rend autant dans les points de scolarisation et les points d'emploi, et aussi, je vous dirais aussi toute la question de l'accès à l'alimentation, à des produits frais. Et puis là, je peux me permettre de vous parler un peu de notre politique en développement. J'arrive, en fait, j'ai une question pour ça. Dont on est très fiers. On est le premier arrondissement à avoir développé cette politique, et un des éléments, justement, c'est de favoriser l'accès à des produits frais. On a cette chance d'avoir des jardins, d'avoir des terrains intéressants. Donc, il faut aussi le mettre au profit de la communauté. C'est sur quoi on travaille. En fait, vous avez aussi encore devancé ma question. Mais en fait, c'est ça. Vous avez adopté la politique d'agriculture urbaine et puis votre administration voulait se distinguer par rapport à d'autres coins. Quel est l'objectif de 30-20-30 Est-ce qu'il est affecté aussi par la pandémie? En fait, je dirais que non. Notre objectif, là, c'est de développer 30 hectares d'ici 2030. Là, donc, c'est une quarantaine de terrains de football. Là, fait que ça vous donne une idée. Mais je vous dirais que non, c'est pas affecté. Au contraire, on a adopté cette politique-là en décembre 2019. On dirait que c'est dans une autre vie, hein. On dirait que ça fait un siècle, là, parce que c'était avant la pandémie. Mais au contraire, l'enjeu de la pandémie nous a démontré toute l'importance de l'approvisionnement alimentaire et de à quel point c'est important de pouvoir avoir accès dans un rayon, je vous dirais très près là, des résidences à ces produits frais, et qu'on doit complètement revoir notre façon de faire. On a des secteurs industriels qui ont des toits à l'infini. Est-ce qu'on peut justement pas promouvoir et s'assurer de développer des serres sur les toits? On a des terrains là, d'institutions publiques importantes qu'on accueille sur notre territoire, que ce soit d'établissements de santé, services sociaux, carcérales. On a différents types institutionnels, et pourquoi ne pas justement utiliser tous ces pieds carrés pour favoriser des projets d'agriculture urbaine qui servent aussi d'éducation populaire. Donc, je voudrais la pandémie, au contraire, nous remet en lumière ces enjeux-là qui sont pour lesquels on doit répondre, je pense, de façon encore plus importante qu'on devait le faire avant la pandémie. La mixité sociale et l'intégration des personnes issues de la diversité est un enjeu du quartier, de l'arrondissement. Quel est le plan d'action de votre administration pour assurer une bonne stratégie d'inclusion? On y travaille bien sûr beaucoup avec la Ville de Montréal. C'est extrêmement important. Il y a, je voudrais, sur plusieurs volets. Bien sûr, l'accès à l'emploi, qui est déjà une représentation, que les employés, en fait, que la Ville de Montréal reflète la diversité montréalaise et bien l'arrondissement. Il y a beaucoup d'efforts qui sont menés, notamment par l'arrondissement, mais c'est pas suffisant. On le voit année après année, on voit une augmentation, mais il y a encore un travail à faire pour nous assurer d'avoir une administration qui soit représentative de la diversité de notre population. Ça passe aussi, bien sûr, il y a tout le développement de programmes, mais aussi d'activités, d'installations. Moi, je crois beaucoup, notamment des quartiers comme le quartier Rivière-des-Prairies, qui est un quartier avec plusieurs communautés. Moi, je crois beaucoup avec ces communautés qui, justement, ils vivent ensemble, de pouvoir développer des projets communs. Je souhaite toujours, lorsque je vois différents organismes, différents endroits, je souhaiterais qu'il y ait un maillage encore plus grand entre les communautés qui peut se faire naturellement, mais pour qui, parfois, les réflexes sont déjà d'avoir certaines institutions d'une communauté, une autre institution d'une autre communauté, donc de favoriser le maillage par des projets interculturels. Puis on y travaille beaucoup en arrondissement, on en a mis sur pied, notamment les festivals, il y a différentes activités, puis je trouve que ça démontre toute la force de notre quartier, ce partage-là. Je veux continuer à aller dans ce sens-là parce qu'on a tous à y gagner. Madame Bourgeois, je vous souhaite bon courage dans vos tâches et mandats. Alors, Caroline Bourgeois, mairesse d'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-Tremble. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Le monde célèbre le 18 décembre de chaque année la Journée internationale des migrants. Et pour en parler, je reçois Monsieur Stéphane Richhold, directeur général de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrants. Monsieur Richhold, bonjour.
Oui. Alors, peut-être avant de parler de la Journée internationale des migrants, pouvez-vous nous présenter votre regroupement? Oui, alors c'est ça, la TCRI, la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes, c'est un regroupement de 160 organismes communautaires qui œuvrent auprès des personnes réfugiées et migrantes et sans statut au Québec. Donc on a un regroupement d'organismes communautaires. Ouais. Ok. Il travaille sur la défense des droits. Est-ce qu'il avance certains dossiers en particulier? Oui, c'est sûr que nous, l'objectif, c'est de soutenir tous les nouveaux arrivants quand ils arrivent au Québec, qu'ils aient accès à des services, un soutien, un accompagnement. Et là aussi, bien sûr, il y a des enjeux de droit, de défense de droit aussi, qu'on parle d'accès. Donc c'est quelque chose que les organismes font de manière constante. Hein. Ouais. Alors, comme j'avais dit, le monde célèbre le 18 décembre la Journée internationale des migrants. Qu'est-ce qu'elle signifie cette journée pour la TCRI? Je pense que l'enjeu de l'immigration c'est un enjeu au niveau mondial. Hein, les migrations, il y a plus des millions de personnes qui émigrent chaque année, volontairement ou involontairement aussi, quand on parle des réfugiés. Et c'est important d'être sensibilisé, les sociétés à ces enjeux-là, aux besoins de ces personnes-là, et le Canada et le Québec, un joueur important au niveau international quand on parle d'immigration. On vit une année un peu difficile avec la pandémie. Comment est la situation selon vous actuelle des réfugiés au Canada, au Québec? C'est sûr qu'avec la fermeture des frontières, on est devant un problème majeur, c'est-à-dire que qu'on parle de réfugiés qui essayent de venir se demander de l'asile au Canada, c'est très difficile actuellement, même si il y en a encore qui sont capables d'arriver, mais de manière très succincte. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le Canada a repris depuis, je dirais, un mois et demi, l'accueil des réfugiés qui sont pris en charge par l'État, c'est-à-dire les réfugiés qui viennent des camps et qui sont sélectionnés par le Canada et le Québec pour venir se réinstaller au Canada et au Québec, bien sûr. Donc ça, c'est reparti là. C'est sûr que dans le contexte des règles sanitaires et de la quarantaine, etc. Donc c'est un des rares pays qui a repris un peu ces activités-là de rétablissement des réfugiés. Avez-vous des nouvelles sur le traitement de dossiers qui était, je ne sais pas si c'est toujours en ralenti à cause de la pandémie, et quel est l'impact sur la situation humaine, surtout des familles et des réfugiés? Oui, un des impacts majeurs de la COVID là, depuis le printemps, c'est que l'Immigration Canada a arrêté quasiment du jour au lendemain tout le traitement des dossiers là, pendant plusieurs mois, ce qui fait que il y a une accumulation de dossiers de personnes en attente qui attendent leurs papiers ici au Canada et à l'étranger aussi. Et ça crée énormément de stress et de problèmes pour les personnes qui pensaient pouvoir venir et puis qui finalement ne peuvent pas venir pour l'instant. Et il y a des délais absolument que je n'ai jamais vus là, pour obtenir un permis de travail, pour obtenir un visa, pour obtenir des papiers. Ça, c'est majeur là comme problème. Mais là, heureusement, l'Immigration Canada a repris ses activités là depuis un mois, 2 mois. Donc, sont en train d'absorber là tout cet arriéré. Québec a déjà annoncé un programme pour faciliter l'installation des anges gardiens dans la province. Pensez-vous que le gouvernement fédéral a une responsabilité morale pour régulariser les autres groupes? De personnes qui sont à l'étranger, vous dites? Non, qui sont ici, parce ils ont régularisé une partie. Régulariser, oui, je pense qu'il y a une volonté réelle
officielle là, du gouvernement du Canada de vouloir régulariser toutes les personnes qui ont des statuts précaires actuellement, dont les demandeurs d'asile aussi. Malheureusement, le Québec est très fermé à l'idée d'élargir le programme. D'ailleurs, le programme a été annoncé ce matin. Donc, vous avez un scoop. Donc, va être lancé à partir de lundi prochain, mais ça va être un programme de régularisation, ce qu'ils appellent le programme des anges gardiens. Va débuter lundi prochain, mais vise uniquement les demandeurs d'asile qui travaillaient auprès des personnes touchées par le Covid. Alors ça, c'est malheureux, mais bon, on espère que c'est juste une première étape, que par la suite, on va pouvoir élargir le programme à d'autres personnes. Pas exactement, parce que d'autres personnes, ils travaillent quand même, ils contribuent à l'économie, ils travaillent souvent dans des usines, dans des champs d'agriculture. Oui, absolument. Dans l'alimentation, c'est dans les usines de transformation. Et aussi, ce qui est absurde, c'est que les gardiens de sécurité, les personnes qui travaillaient dans les cuisines, tout ça, dans les CHSLD, ne sont pas admissibles au programme, alors qu'ils étaient exposés comme les préposés aux bénéficiaires à la Covid durant la première vague. Exactement. Alors, dans l'objectif de lutter contre le racisme, le gouvernement du Québec a mis en place un groupe d'action contre le racisme. Avez-vous des attentes? J'avoue, on a eu aucune nouvelle de Exactement. Pareil, il semblerait qu'ils vont déposer un rapport bientôt. Disons que moi personnellement, je suis un peu sceptique sur sur ce que va annoncer le gouvernement, surtout qu'on sait qu'ils veulent rien savoir de toute la question du racisme systémique. On sait aussi que c'est la troisième tentative d'un gouvernement de mettre en place des mesures pour lutter contre le racisme. On se souvient, le rapport Bouchard-Taylor recommandait fortement justement de se pencher sur cette question-là. La ministre de l'époque, James, avait sorti un plan d'action de lutte contre le racisme. Enfin, on ne parlait pas de racisme en 2008-2009, ce qui n'a rien donné, parce qu'il n'y avait pas de fond, il n'y avait pas de... la ministre Veil, avec le Parti libéral aussi, avait essayé de faire une consultation sur le racisme qui a commencé à mener nulle part. Donc là, c'est la troisième tentative d'un gouvernement québécois de faire quelque chose. Mais si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, je crains que ça ne va pas donner grand-chose. Une troisième tentative, mais si ça sera peut-être possiblement vide, vu que le Premier ministre, comme vous le dites, nie le racisme systémique. Et puis, pensez-vous que ça sera déjà une directive pour ce comité et on pourra déjà avoir une idée un peu sur ce rapport-là, vu que le Premier ministre déjà nie complètement et de fait qu'il y a un racisme systémique au Québec? Oui, c'est ça, c'est assez mal parti là, si on n'identifie pas le problème au départ, le vrai problème, c'est sûr que c'est difficile de trouver des remèdes après pour régler ce problème. Donc on va voir ce que ça va donner, mais comme je dis, moi j'ai pas de grandes attentes. Comment vous voyez le travail du gouvernement en général vis-à-vis des personnes issues de l'immigration? C'est le même gouvernement qui a utilisé le bâillon à 2 reprises pour changer de loi. C'est un peu il y a une contradiction dans un sens. On sait que le gouvernement veut réduire le nombre, souhaite maintenir très bas le niveau d'immigration. Et en même temps, le gouvernement investit quand même beaucoup d'argent dans tout ce qui est la francisation, les services et tout ça. C'est vraiment du jamais vu là, les ressources qui ont été mises à la disposition des nouveaux arrivants. Donc on est un peu dans une contradiction et on espère que
d'ici un an ou deux, ils vont changer d'orientation et relever les taux d'immigration. Est-ce que la TCRI a présenté une mémoire ou sa vision au gouvernement en ce qui concerne peut-être la sortie de ce problème de racisme et puis d'inclusion? On a participé depuis plusieurs années, on a participé à diverses consultations, on travaillait avec la Commission des droits de la personne par rapport il y a des consultations en commission parlementaire qui portaient sur l'immigration. On a toujours documenté justement cet enjeu qui est le racisme et la discrimination, que ce soit au niveau de l'intégration au marché du travail ou de l'accès aux services dans toutes les sphères de la société. Ceci dit, nous, on n'a pas été consultés là par le groupe de travail ministériel. Donc, pour l'instant, on n'a pas été interpellé là-dessus par le gouvernement. Stéphane Richold, directeur général de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrants. Merci beaucoup et au plaisir. Le 10 décembre de chaque année, les peuples du monde entier défendront l'égalité, la justice et la dignité humaine à l'occasion de la Journée internationale des droits de la personne. Une journée marque l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Pour en parler un peu, je reçois Monsieur Aaron Boazi, militant des droits de la personne. Monsieur Boazi, bonjour. Bon matin. Alors, pour continuer la discussion que j'ai eue avec Monsieur Richold, le directeur général de la TCRI, pour lutter contre le racisme, le gouvernement de Québec a mis en place un groupe d'action contre le racisme. Peut-être la première des choses, comment vous expliquez ce retard pour sortir le rapport? Est-ce que avez-vous des attentes? Bon, alors, j'ai l'optimisme du militant, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix d'être optimiste pour pouvoir faire avancer nos causes. Je pense que le gouvernement est dans une situation difficile, étant donné qu'on a au minimum des messages contradictoires. D'un côté, on parle de lutter contre le racisme et de mettre en place une commission qui doit arriver avec des propositions concrètes. Et de l'autre côté, il y a un certain nombre de politiques publiques qui sont contraires justement aux inégalités que créent les propres institutions de l'État. Je pourrais en donner quelques exemples. Je pense aussi que dans le groupe en question, probablement que les différents membres ne sont pas sur la même ligne. J'ai d'ailleurs, et on ne s'en est pas parlé avant, eu la chance de m'entretenir. J'ai été une des personnes qui a été interviewée par le groupe de ministres qui a été monté par le Premier ministre Legault. Et donc, j'ai vu un peu ce qui s'attendait. C'est le genre de questions qui sont passées. Mais clairement, une des choses, il n'y a pas grand-chose qui ressort pour l'instant, mis à part que le Premier ministre Legault leur a interdit d'utiliser le mot racisme systémique, y compris sur les questions autochtones, ce qui est assez gênant, évidemment, étant donné que pour régler un problème, il faut être capable de, au minimum, le nommer. C'est le point de départ. Comme vous dites, le Premier ministre rejette l'utilisation de termes racisme systémique. Pensez-vous que cette position du Premier ministre constitue déjà une directive pour le groupe d'action? C'est sûr, effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas une indépendance totale de ce groupe, loin de là. Ceci étant dit, le racisme, d'abord, c'est quoi? Le racisme, c'est pas des actes. Hein. Aujourd'hui, on fête la Déclaration universelle des droits de la personne. C'est un début, la Déclaration universelle des droits de la personne, parce qu'elle donne des droits à une personne. Donc moi, en tant que personne, j'ai le droit à ne pas être discriminé, à être respecté dans ma dignité, etc. Le racisme, en fait, c'est ça, mais appliqué au groupe. Donc l'idée, c'est de dire, c'est de la discrimination de groupe, c'est-à-dire qu'on crée un groupe dans la société de manière tout à fait, une construction sociale de cette race, étant donné que les races n'existent pas, et cette race-là, on lui assigne une culture qu'on va créer comme étant une culture dangereuse et inférieure.
les Noirs sont criminels, les autochtones veulent pas travailler, les Arabes, les femmes arabes sont des femmes soumises, les Arabes sont des voleurs ou des dealers de drogue, je ne sais pas. Bref, on crée cette idée que ce groupe culturellement porte en lui un problème. Et ensuite, on discrimine sur cette base-là. Dans l'histoire du racisme, pour que ça marche, il a toujours fallu que des institutions participent, créent, reproduisent ces inégalités. Ça peut être la police, ça peut être la politique d'immigration, ça peut être la politique d'éducation, ça peut être à chaque étape. Évidemment, un des points les plus importants, c'est la colonisation en tant que telle. Il y a eu des institutions d'État qui ont utilisé la force ou d'autres moyens pour pouvoir créer ou exacerber ou entretenir du racisme dans la société. Et c'est ça qu'on appelle le racisme systémique. C'est-à-dire que ce n'est pas le procédé québécois, c'est le procédé des institutions de l'État. Comment est-ce qu'une institution a participé à régler le problème ou à le créer et l'entretenir? Et donc, si demain il y a des recommandations du groupe qui disent dans l'éducation, on est en train d'utiliser des livres qui participent à stigmatiser, à créer des inégalités, à créer cette culture pour les personnes autochtones ou pour les personnes noires, par exemple, et qu'on veut absolument changer notre lecture de ces livres-là, en rajouter d'autres, etc. Mais c'est pas grave si on ne parle pas de racisme systémique. Le problème, c'est que on pense pas, en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des limites claires, même dans ce qu'ils vont proposer, parce que si l'idée, c'est juste d'utiliser des vieilles idées du siècle dernier en disant qu'on va anonymiser des CV ou des choses comme ça, on voit bien qu'on ne réglera pas le problème du profilage, le problème des inégalités à l'embauche ou autre. Comme vous dites, le racisme systémique est bien réel, était d'ailleurs documenté par plusieurs rapports, comme celui de le rapport Vienne ou le rapport de la Chambre de commerce de Montréal, ou même dernièrement le rapport synthèse du Forum régional de la Commission Laurent. Pourquoi, selon vous, le Premier ministre continue à nier l'existence du racisme systémique? Et c'est pour des raisons politiques ou autres? C'est-à-dire qu'il y a eu un capital politique qui s'est fait pendant des années à manipuler le débat public pour faire en sorte que le parti libéral paraisse mal ou que de toute façon n'importe quel groupe qui va vouloir lutter contre le racisme paraisse mal et donc c'est difficile pour le gouvernement en place de dire en fait je vous ai manipulé pendant 10 ans et puis maintenant que je suis au pouvoir je vais le reconnaître. C'est un peu problématique. C'était vraiment une erreur de jugement d'ailleurs franchement depuis le début, étant donné que, encore une fois, lutter contre le racisme systémique, c'est de faire le procès des institutions et que pendant une bonne décennie, les institutions de l'État étaient gérées par le Parti libéral. Et s'ils maîtrisaient mieux que ça le sujet, et le Parti québécois et la CAQ auraient probablement plus facilement embarqué dans une commission sur le racisme systémique ou des choses comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve dans une situation où le gouvernement est enfermé et pour en sortir, il doit se comporter comme un homme d'État et puis regarder tous ses citoyens comme étant les enfants de la nation et puis prendre des décisions difficiles, confronter la société dans ce qu'elle a de moche et puis trouver des solutions. On voit bien que pour l'instant c'est pas ça la manière avec laquelle M. Legault gère. Quand on voit toute la place qu'il donne à des ministres comme M. Jolin Barrette, c'est très problématique. Quand on voit qu'il est capable de faire une sortie sur l'utilisation du mot haine par une enseignante en Ontario et qu'il n'est pas capable de faire une sortie sur un professeur qui a montré des actes racistes à répétition pendant des années à Montréal-Nord, dans une école à Antique, quartier-ville à Montréal-Nord. On voit bien qu'il a des priorités qui sont mal placées sur la question de la lutte contre
contre le racisme. Vous avez parlé de fermeture, il est même au niveau pan-canadien et le Premier ministre du Québec a refusé de participer à une rencontre des provinces, des territoires et du gouvernement fédéral portant sur les droits de la personne. Certains, ils pensent que c'est une reconnaissance indirecte de l'existence de racisme systémique et que le Premier ministre, il ne voulait pas confronter ses homologues. Oui, c'est ça. Donc il y avait effectivement un désaccord sur le texte. Ce qui est ironique là-dedans, c'est que le fait qu'une institution, et le Premier ministre lui-même personnalise l'institution du Premier ministère. Donc le Premier ministère, c'est une institution. La personne en tant que telle, c'est plus qu'une personne, c'est une institution. Étant donné qu'il ne reconnaît pas le problème du racisme, c'est un exemple de racisme systémique où l'institution, plutôt que participer à régler le problème du racisme, elle participe à au minimum le garder tel quel ou très probablement l'exacerber. C'est que en fin de compte, ne pas y participer participe à créer le problème. L'autre chose, évidemment, c'est que M. Legault nous fait mal paraître. Il n'arrête pas de dire que les Québécois, on ne va pas faire le procès des Québécois, et puis les Québécois ne sont pas racistes. Que les Québécois soient racistes ou pas n'est pas le sujet. Ce n'est pas, d'abord, ça ne veut rien dire. Donc, il y a des Québécois racistes et puis il y en a qui ne sont pas racistes, ça ne veut absolument rien dire. Quand il dit les Québécois, on a l'impression qu'il parle des personnes d'origine canadienne-française, mais il y a évidemment des personnes d'origine arabe, des personnes noires, des personnes asiatiques qui sont aussi, qui font des actes racistes dans la société. Ce n'est pas une question de blanc contre racisme. Ce qui est sûr, c'est que les personnes qui souffrent du racisme sont toujours les personnes racisées, mais les personnes qui participent ne sont pas toujours les personnes blanches, ça n'a pas de sens non plus. La réalité, c'est que c'est lui qui nous fait mal paraître en refusant comme ça, en s'obstinant à ne pas reconnaître des choses qui sont évidemment évidentes aux yeux de tout le monde, y compris dans notre société. C'est malheureux, mais en fin de compte, les militants antiracistes sont une fierté pour notre société. Avoir des groupes féministes, avoir des groupes antiracistes dans une société, c'est évidemment une fierté. Et puis avoir des groupes ou des gens de pouvoir qui refusent de reconnaître la légitimité de ces combats ne sont pas une fierté pour la nation québécoise. Bon, heureusement, nous, on va participer à bien faire paraître le Québec et à montrer que, comme partout, on est en train de lutter pour lutter pour les inégalités raciales et pour une véritable justice sociale. Monsieur Aaron Borazi, militant des droits de la personne, merci, au plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Patron. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. Émission Racine en direct de la station Centre-Ville 102.3 FM. On continue notre discussion en lien avec la Journée internationale des droits de la personne et j'ai le plaisir de recevoir Maître Sophie Gagnon, directrice générale du Jury Pop. Maître Gagnon, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de la journée, pouvez-vous nous présenter la mission et les objectifs de Jury Pop? Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Jury Pop, on est une clinique juridique, un organisme à but non lucratif qui a été fondé il y a 11 ans, en 2009, par des étudiants en droit qui étaient vraiment renversés d'apprendre qu'à l'époque, quelqu'un qui gagnait 12 000 $ par année était considéré comme trop riche pour accéder à l'aide juridique. Alors, depuis les dernières années, la mission de Jury Pop, c'est d'améliorer l'accès à la justice au Québec. On le fait notamment en fournissant des services juridiques abordables aux personnes qui sont encore aujourd'hui considérées comme trop riches pour l'aide juridique. Puis on a énormément de projets d'information, d'éducation juridique. Si on n'était pas en pandémie, dans quelques semaines, je vous donnerai rendez-vous au métro McGill où habituellement des notaires, des avocats donnent de l'information juridique gratuite à la population.
Et dans la dernière année, on a aussi lancé des initiatives importantes pour les personnes qui vivent des violences à caractère sexuel. Bref, on est pas mal de tous les fronts pour essayer d'améliorer l'accès à la justice au Québec. Alors, l'accès à la justice est au cœur de votre mission et le projet de loi 75 vise à améliorer l'accessibilité et l'efficacité de la justice. Quelles sont les particularités et l'importance de ce projet de loi pour vous? Alors, le projet de loi 75, pour les auditeurs auditrices qui ne suivent pas l'actualité parlementaire, comme vous et moi, a été déposé par le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines de cela. Le projet de loi contient quelques dispositions de nature essentiellement procédurale là, qui visent à rattraper des retards causés par la COVID-19. Mais je vous dirais que chez Juripop, ce qui a le plus attiré notre attention et celle de plusieurs cliniques juridiques, ce sont les dispositions qui concernent les étudiants et les étudiantes en droit. Il faut savoir que les avocats, les notaires, nous sommes les seules personnes autorisées à donner des consultations et des avis d'ordre juridique. C'est ce qu'on appelle des actes réservés. Là, toute personne qui n'est pas notaire, qui n'est pas avocat, qui pose ces actes-là, pourrait être... on pourrait se voir reprocher de commettre un exercice illégal de la profession. Et le projet de loi propose de permettre aux étudiants et aux étudiantes en droit qui travaillent dans des cliniques juridiques universitaires, donc vraiment des cliniques juridiques créées par les facultés de droit, s'ils sont supervisés par un avocat ou un notaire, de poser ces actes réservés, donc de donner des conseils juridiques au public. Puis évidemment, nous, chez Juripop, on mise beaucoup sur l'innovation pour améliorer l'accès à la justice. Donc, c'est évident qu'on considère que c'est une avancée. Ceci dit, il y a deux lacunes majeures là, dans le projet de loi qu'on a par ailleurs abordé en commission parlementaire la semaine dernière. C'est que d'abord, ces privilèges-là seraient consentis seulement aux étudiants dans le cadre de cliniques juridiques universitaires, alors que chez nous, chez Juripop, on en accueille des étudiants en droit qui sont supervisés par nos avocats et ces étudiants-là n'auraient pas les mêmes privilèges que les étudiants des cliniques juridiques universitaires. Puis je vous dirais que de manière plus fondamentale, un gros angle mort du projet de loi, c'est qu'il n'aborde pas le fait qu'au Québec, les organismes à but non lucratif n'ont pas le droit de pratiquer le droit, et ça, c'est un obstacle majeur là, à la réalisation de la mission de plusieurs organismes. Et on se trouverait donc dans une situation où des cliniques juridiques universitaires pourraient pratiquer le droit, mais des organismes à but non lucratif qui sont sur le terrain depuis des années, qui ont des notaires, des avocats à leur emploi, eux seraient limités à ce qu'on appelle de l'information juridique. Exact. Alors, on est bien surpris là, de prendre connaissance de tout ça, je vous dirais, il y a quelques semaines. Le 6 décembre dernier, c'était la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Dans ce contexte, Juripop a réalisé une opération qu'il a qualifiée de quelque chose d'important. Il s'agit d'ordonnance de protection civile. Qu'est-ce que c'est exactement cette ordonnance? Pourquoi elle est aussi importante dans un contexte de violence conjugale? Alors, chez Juripop, on a lancé... pendant la pandémie, une ligne d'information juridique en droit de la famille pour les victimes de violences conjugales. Et puis, c'est un service qu'on a lancé parce que ça fait des années là, que les organismes qui accompagnent les victimes de violences conjugales soulignent à quel point le droit de la famille est l'angle mort du système de justice en matière de violences conjugales. Quand je parle de droit de la famille, je parle surtout là, des enjeux de garde d'enfants. Donc, quand les parents se séparent, qui va pouvoir avoir accès aux enfants, dans quelles conditions. Puis un enjeu qu'on a, c'est que il n'est pas inhabituel de voir dans des dossiers une mère victime qui va aller porter plainte à la police, qui va obtenir une ordonnance, ce qu'on appelle un 810 là, dans le jargon d'avocat-avocate, donc une ordonnance, par exemple, de ne pas approcher la maison, la résidence familiale ou les enfants, alors que de l'autre côté du palais de justice, un juge en droit de la famille va permettre à monsieur d'avoir accès aux enfants dans le cadre de garde partagée. Bref, il y a énormément de travail à faire pour que les ordonnances rendues en droit de la famille
ça rime à ce qui est fait dans le contexte criminel. Puis un autre angle mort, c'est, je vous parlais tout à l'heure du 810, lors d'une ordonnance de protection qui est rendue dans les cours de justice criminelle. On constate depuis quelques années que cette ordonnance-là n'est pas parfaite, à savoir qu'elle ne peut pas être émise dans toutes les situations. Pour pouvoir obtenir un 810, une ordonnance criminelle, encore faut-il qu'un crime ait été commis. Or, la violence conjugale n'est pas toujours considérée comme un crime. Je vous donne un exemple. La violence conjugale peut prendre différentes formes. Elle peut entre autres prendre la forme de violence psychologique, de violence financière, de violence envers les animaux. Et puis, ces formes de violence-là ne constituent pas des gestes pour lesquels on peut porter plainte à la police. Alors, on trouvait vraiment deux catégories de femmes, des femmes qui, elles, avaient des ressources auprès de la police, puis d'autres que non. Alors, il y a quelques années, la loi au Québec avait été modifiée pour créer un équivalent en matière civile d'une ordonnance de protection. Donc, vraiment un outil qui permet de venir combler les lacunes du système de justice criminelle et qui permet aux juges dans des matières civiles d'ordonner à des personnes violentes soit de ne pas entrer en contact avec la personne victime de violence conjugale. On peut aussi lui ordonner de remettre des armes. Et puis nous, c'est une ordonnance qui existait dans la loi depuis quelques années, mais qui avait encore jamais été prononcée dans un contexte de violence conjugale. Et chez Juripop, on représentait une femme victime de violence conjugale qui, elle, précisément, se trouvait dans une situation où elle faisait l'objet de violences psychologiques. Elle n'avait donc pas l'option d'aller porter plainte à la police. Et ma collègue, Maître Charpentier, a plaidé avec succès ces conditions-là et a pu obtenir une ordonnance de protection civile grâce à laquelle Madame est protégée de monsieur. Le tribunal a entre autres ordonné à monsieur de remettre ses armes dans le cadre de cette ordonnance-là. Et on espère que c'est une ordonnance qui sera émise de nouveau dans le futur dans d'autres dossiers, tout en réitérant évidemment le caractère essentiel des ordonnances en matière criminelle qui sont plus coercitives que celles qui peuvent être rendues en matière civile, mais c'est un bon pas en avant pour les victimes de violences conjugales. Le monde célèbre le 10 décembre de chaque année la Journée internationale des droits de la personne. Pour le Canada, il était blâmé par l'ONU à cause de la condition des Autochtones, tandis au Québec, des lois sont contestées et considérées discriminatoires. Que ce soit pour le Canada ou le Québec, jusqu'à quel point la Charte des droits de la personne assure la protection des citoyens, sachant que le gouvernement du Québec a utilisé du bâillon pour changer des lois et que le Canada, même si les droits, par exemple, des Autochtones, il est dans la Constitution, malgré ça, leurs droits, ils sont bafoués. Mm-hmm. Ça fait effectivement quelques décennies, puis au Canada, plus particulièrement depuis les années 80, qu'on a une égalité de droits. C'est-à-dire qu'auparavant, la loi pouvait traiter les personnes de manière différente, alors qu'avec l'avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Charte des droits de la personne au Québec, le législateur a vraiment affirmé de manière très claire que la discrimination au Québec, au Canada, était illégale. Ceci dit, vous le savez comme moi, une loi, c'est au final un bout de papier qui peut être appliqué par des tribunaux, mais qui n'a pas force obligatoire immédiate sur tous les comportements des citoyens, des citoyennes. Puis, toutes les années, il y a des poursuites qui sont entreprises devant les tribunaux parce qu'on considère que des lois ou des comportements sont discriminatoires. Puis vous avez tout à fait raison de mentionner qu'au Québec, au Canada, il continue d'avoir des discriminations importantes. Cette année, ça a été une année où on a beaucoup parlé des droits de la personne. Puis il y a des poursuites importantes qui sont pendantes devant les tribunaux. Vous savez, ça fait presque 2 ans que la Cour supérieure du Québec est en délibéré sur une poursuite que des activistes, des experts en droit trans ont porté contre la procureure générale du Québec
Donc, c'est une poursuite qui vise à faire déclarer discriminatoire les articles du Code civil qui régissent, entre autres, le droit de changer la mention de son genre ou encore son prénom dans les documents d'état civil au Québec. Il y a des personnes trans qui sont incapables de le faire. Je pense, entre autres, aux personnes qui n'ont pas la citoyenneté canadienne, aux mineurs dans certaines circonstances. Et puis, ce qui est demandé dans le cadre de cette poursuite-là, c'est de déclarer que la Charte canadienne des droits et libertés protège les personnes trans et non-binaires de discrimination. C'est un jugement qu'on attend d'une journée à l'autre, mais qui est encore un exemple là, que des lois cadres comme les chartes, c'est évidemment essentiel, mais que ça ne garantit pas que l'ensemble de la législation est exempt de discrimination. Maître Sophie Gagnon, directrice générale du Jury Pop, merci, au plaisir. Merci, au revoir. Merci mes auditrices, mes auditeurs, et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Juste pour vous annoncer que le mercredi 16 et le mercredi 23, on aura 2 émissions spéciales pour faire le bilan de l'année. Alors je tiens à remercier mon cher ami René Di pour la régie et l'ensemble de l'équipe. Au plaisir.